Vos applaudissements lui font du bien, oui. Mais les autres aussi ont été très heureux que vous accueilliez leurs paroles, même si elles ont pu un peu surprendre ou choquer. Alors, la règle du jeu, c'est des interventions pas trop longues. Vous avez remarqué que quasiment toute la salle s'est mise derrière les micros. Donc, plutôt des interventions pas trop longues. Les unes et les autres savent qu'ils pourront nous apporter une contribution écrite par la suite, qu'on va transmettre au CCNE, comme on l'a fait régulièrement. Et un dernier point pour votre information, dès mercredi prochain, le 28 mars, vous avez accueil à l'espace éthique. Vous savez qu'on fait nos réunions contre-expertise, c'est-à-dire il n'y a pas d'expert, c'est chacun d'entre vous qui peut intervenir. Donc je vous donne rendez-vous, vous regarderez sur le site de l'espace éthique. Donc mercredi 28, j'espère que vous serez aussi nombreux, parce qu'on n'a que 100 places. Il y a l'espace éthique, ça nous permettra de revendiquer une salle un peu plus grande pour la suite. Et donc il y a déjà 8 personnes qui se sont inscrites, et on va faire comme ça quelques rencontres contre-expertise. Je termine pour dire, donc ça sera parole libre. Vous aurez un quart d'heure à gérer, avec 5 minutes d'intervention et 10 minutes de débat. Tout ça pour vous dire qu'on ne fuira pas le débat, au contraire, on est là pour s'en nourrir, et c'est notre bonheur que de vous écouter. Je donne la parole, donc on va faire en tour de rôle, et soyez vraiment vigilants, excusez-moi d'avoir été un peu bavard, pour être respectueux des autres qui veulent intervenir avant 3 heures du matin. Merci beaucoup Emmanuel Hirsch, merci, bravo. D'avoir organisé un moment comme celui-là, parce qu'on sait que organiser des débats, on sait que c'est très difficile. Donc je tenais à vous féliciter, à vous remercier, et pas seulement pour l'organisation de ces débats, aussi pour votre écoute, que j'ai trouvé absolument remarquable, puisque vous êtes une des premières personnes à qui j'ai pu annoncer qu'en faisant un test ADN, j'ai réussi à retrouver mon donneur, puisque d'une certaine façon, la PMA, c'est moi. C'est Audrey, c'est Marion, c'est Timothée, et c'est peut-être même des gens qui l'ignorent et qui le découvriront plus tard dans cette salle. Mais vous êtes peut-être conçus par PMA avec un donneur. Bienvenue. Merci beaucoup Valérie et Geneviève, puisque ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, et qu'à la première réunion d'association à laquelle j'ai adhéré à l'époque, en 2006, vous étiez déjà là. Et merci pour votre constance sur notre sujet, sur l'accès aux origines. Je viens simplement pour, non pas pour annoncer la bonne nouvelle, en revanche j'ai une bonne nouvelle pour moi, c'est que j'ai réussi à retrouver mon donneur, et il était extrêmement favorable à ma démarche. Il a été un peu sidéré, en revanche il était et il est aujourd'hui ravi de savoir que je suis dans son entourage. Juste une petite précision, les personnes qui recherchent leurs origines sont justement ceux qui sont élevés par des parents solides. C'est-à-dire que ça demande une certaine liberté dans la démarche, une certaine solidité intérieure pour pouvoir justement aller jusque-là dans la démarche, s'interroger, réfléchir sa vie par soi-même. Parce que non, je vous rassure, j'ai fait un test génétique, j'ai retrouvé mon donneur, mais je ne me suis pas mis à partager un repas avec un spermatozoïde, on est bien d'accord, hein, c'est un être humain et ça n'est pas tombé du ciel. Sur ces sujets compliqués, je sais et je sens, et parfois je peux comprendre, mais pas tout le temps, que ça puisse perturber certaines convictions. J'ai les miennes, mais sur ce sujet, je pense que les convictions sont parfois déplacées, c'est-à-dire que c'est bien d'éclairer son chemin par certaines expériences plutôt que des schémas tout faits. Je vous dis ça parce que beaucoup de personnes ont des affirmations ou des vérités sans avoir rencontré un seul donneur, sans avoir rencontré un seul père. Mon père voulait venir ce soir, justement, parce qu'il en a un petit peu marre qu'on lui dise que c'est son absence qui ferait que je le chercherais. Lui, il demande qu'à prendre un café avec mon donneur. Il ne le vit pas du tout comme une zone d'ombre. Là, il est dans les bouchons, donc je pense qu'il ne pourra pas venir. Et puis, je crois qu'à l'entrée, il serait un peu blacklisté, mais tout ça pour vous dire qu'il s'exprimera. En 2 mots, la bonne nouvelle donc, ou une bonne nouvelle, c'est plutôt que aujourd'hui, les tests ADN, c'est un fait. J'ai retrouvé mon donneur extrêmement rapidement. Lorsque j'ai reçu le résultat, j'ai pas matché avec mon donneur. C'est pas mon donneur qui a fait un match. C'est un membre éloigné de sa famille qui avait fait un test de manière récréative, juste comme ça pour le fun, parce qu'elle s'intéressait à la généalogie. Voilà. On a dit... Mais j'essaie de vous témoigner. Vous avez déjà rencontré quelqu'un conçu par PMA ? Il y a 20 personnes qui attendent. Voilà, permettez-moi d'en douter. Et du coup, voilà, je vais faire juste très court. La question est, aujourd'hui,
L'anonymat des donneurs n'est donc plus garanti aux donneurs. Et la question est-ce que le gouvernement va encadrer cet état de fait ou pas? Merci, Michel. Alors, vous m'entendez? Oui. Merci à Emmanuel Hirsch de organiser ces débats. J'ai déjà eu l'occasion de lui le dire. Moi, j'ai une toute petite question à poser à M. Friedman. Avez-vous organisé à Suresnes une réunion interne sur l'utérus pour tous, c'est-à-dire pour les hommes et pour les femmes? Vous pouvez me répondre à cette question? Avez-vous organisé à Suresnes une réunion interne sur l'utérus pour tous? Réponse non. Répondez-moi. Est-ce que vous pouvez juste, avant qu'il vous réponde, il va vous répondre, mais préciser quand même votre question? Non, je pose la question, j'ai besoin de savoir si M. Friedman est sincère dans sa posture. Oui, bien sûr qu'il est sincère. Tout sincère ici, Bon, franchement. Écoutez, Est-ce que vous avez fait ou pas cette réunion? Et après, Non, j'interviendrai. continuez votre... Alors, voilà. bon. Prenez au moins la question. Oui, donc moi je suis un citoyen de base et père de famille. Voilà. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste poser votre question plutôt que d'interpeller... Je suis un citoyen, un père de famille. Je suis un père de famille comme tous. On est tous des D'accord. citoyens de la République on vous ici, demande madame. Pas, on vous demande pas de... Alors, on est tous... Ben, je me présente. Voilà. Ben, je me présente. Est-ce que vous pouvez... Bon, je crois qu'ici, on a tous respecté Non, le mais cadre du justement. débat et je trouve dommage, madame, que vous ne soyez pas dans la liste des personnes qui interviennent ici si vous avez quelque chose à dire. Cher monsieur, est-ce que vous pouvez poser votre question? Alors, voilà. Non, c'est ma bon. question est la suivante. Mon intervention est la suivante. Il y a des années, la France a interdit l'esclavage. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est sur ce débat de la marchandisation du corps, de la marchandisation des enfants et des femmes. Et la France a interdit l'esclavage. Est-ce que pour autant nous avons été en avant-poste? Est-ce que pour autant il fallait légaliser l'esclavage parce que d'autres pays étaient esclavagistes? Non. Eh bien de la même manière, la loi est là pour encadrer les pratiques et pas pour accompagner la société. Elle est là pour limiter les pratiques, madame. Je suis désolé. On a parlé tout à l'heure des enjeux de la loi. La loi est là pour encadrer. Et moi, je dis qu'il faut que la loi interdise la GPA et interdise la procréation médicalement assistée des femmes célibataires. Merci. Ce n'est pas... Attendez, laissez-moi finir. Non, mais vous voulez une réponse. Aujourd'hui, il y a 220 000 avortements par an. Ça fait une réserve d'enfants. Ça fait une réserve d'enfants. Monsieur Friedman, pourquoi voulez-vous, Monsieur Friedman, organiser des PMA alors qu'il y a 220 000 enfants qui seraient disponibles, pardonnez-moi, vous me laissez parler, qui pour des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, et en particulier des femmes célibataires. Il n'y a aucune raison de légaliser. Voilà, aujourd'hui le débat démocratique, il est là. On voit, ben oui, vous pouvez me huer, mais c'est votre avenir. Monsieur Friedman est un médecin, le représentant de Bienvenue à Gattaca, qui veut faire de l'utérus pour tous. Voilà ce que c'est aujourd'hui. Réfléchissez les jeunes, je vous alerte. Vous pouvez, oui, souriez, mais le monde qu'on vous promet et le monde que ces personnes veulent vous donner n'est pas un monde où vous serez heureux, c'est un monde qui va souffrir, je peux vous le garantir. Alors soyez vigilants. Vous avez posé très démocratiquement une question à René Friedman qui va vous répondre de suite et ensuite on prendra madame. Je vais répondre très démocratiquement. D'abord, j'ai milité dans ma jeunesse pour que l'avortement soit effectivement médicalisé pour éviter les complications, les morts et les infections que cela entraînait quand c'était pratiqué de façon clandestine. J'ai essayé de répondre à des couples en souffrance qui voulaient effectivement des enfants et qui ne pouvaient pas le faire. Et nous sommes passés donc à développer, comme vous le savez, la fécondation in vitro et quelques autres techniques. J'ai toujours essayé de mettre, et c'est le débat, je crois, qui nous concerne tous,
toutes les intervenants la question, est-ce qu'il y a des limites? Et pour moi, il y a des limites. Il y a des limites qui sont celles de la non-commercialisation du corps et de la non-utilisation d'une autre personne à ses propres fins, aussi sympathique et aussi élevée soit-elle. Et je pense qu'il faut garder, et c'est peut-être les deux principes que je pense voir dans cette loi, ces deux principes qui créent un fondement à une société. Alors, la question sur l'utérus, oui, sur l'utérus, mais je pense que je réponds par avance à un certain nombre de questions. L'utérus pour tous, je veux dire, non, ça n'existe pas. C'est un problème qui se pose pour des femmes qui ont un utérus lié à une maladie qu'on appelle la Rokitansky-Hauser, et qui est le fait qu'il y a une petite fille sur 5000 qui naît aujourd'hui en France sans utérus. La question de la greffe d'utérus est une greffe d'organes qui peut se faire à partir d'une personne décédée ou à partir d'une personne vivante. C'est une solution qui est en train d'être examinée dans le monde entier, particulièrement en France et à Foch où vous faisiez référence. Mais nous ne sommes pas, et vous avez compris que j'ai un certain nombre de limites, et les limites ne me font pas répondre à n'importe quelle demande, et donc il n'y a pas d'utérus pour tous, il y a réponse à une situation médicale. Merci. Peut-être obligé de vous présenter, puisque oui, démocratiquement, de toute façon, chacun se présente. Je comptais le faire. Voilà, je m'appelle Marion, j'ai 31 ans, je travaille dans la comptabilité. Et potentiellement, je ferai partie de celles qui pourraient bénéficier de l'AMP si jamais la loi était étendue aux couples de femmes ou aux femmes seules, puisque moi-même, je suis célibataire et je n'ai pas d'enfants et j'ai ce désir d'avoir des enfants. Je me suis du coup beaucoup interrogée sur qu'est-ce que c'était que la filiation. Et ça a été un peu évoqué dans ce conflit de valeurs. Est-ce que c'est la génétique et l'affectif ? Moi, je pense qu'un enfant, c'est profondément les deux, c'est-à-dire qu'on est issu du patrimoine génétique d'un homme et d'une femme qui ensuite nous élève, nous éduque et achève par ces deux pôles ce rôle de parent. Je m'interroge beaucoup sur une loi qui voudrait instaurer cette séparation et considérer qu'un père ou une mère, c'est juste ou l'éducatif ou le génétique. Il me semble qu'on doit veiller à ce que le plus possible, ces deux pôles soient complètement réunis. Et on a beaucoup parlé de l'accès aux origines. Et ben, je pense que l'accès aux origines, c'est important. Et je suis quand même touchée par votre témoignage parce que moi, je n'ai pas connu une situation comme la vôtre. Je ne la connais pas personnellement. Néanmoins, je m'interroge sur est-ce que l'accès aux origines remplace véritablement le fait d'être élevé, aimé par son père. Voilà. Merci. Nos experts, entre guillemets, vous écoutent avec beaucoup d'attention. C'est à la fin de toutes ces interventions que les unes et les autres réagiront. Merci. Et je vous demande vraiment instamment, comme je l'avais fait à la mairie du 4e, écrivez et dès demain ou après-demain, envoyez-nous le texte parce que ça va être des contributions importantes. Je vous en prie. Alors là, c'est aussi une habituée qui va se présenter. Elle est à sa 3e semaine. Hein. Bonsoir, Margot, je suis étudiante en rhétorique à la Sorbonne. Et nos réflexions, là, depuis tout à l'heure, m'ont fait penser à un petit livre que j'ai apporté, que je propose, dont je propose la lecture. Ça dure 1 page, donc ça ne va pas être trop long. Je pense que la littérature nous permet de prendre du recul sur ce que nous vivons. Alors juste pour mettre une petite mise en contexte, c'est Le meilleur des mondes. Et donc là, c'est des étudiants qui visitent les futurs hôpitaux d'une société où les hôpitaux en fait ne soignent plus, mais procréent, PMA, GPA, etc. Il y a un silence. Puis, tout sautant, pour se dégager la voix. Il était une fois, commença le directeur, alors que notre Ford était encore de ce monde, un petit garçon qui s'appelait Rubin. Rubin était l'enfant de parents de langue polonaise. Le directeur s'interrompit. Vous savez ce que c'est le polonais, je suppose? Une langue morte. Comme le français et l'allemand, ajouta un autre étudiant, exhibant avec zèle son savoir. Et parents, ça veut dire quoi? Questionna le directeur d'incubation et de conditionnement. Il y eut un silence gêné. Plusieurs des jeunes gens rougirent. Ils n'avaient pas encore appris à reconnaître la ligne de démarcation, importante, mais souvent fort ténue, qui sépare l'ordure de la science pure. L'un d'eux, enfin, eut le courage de lever la main. Les êtres humains, autrefois, étaient, dit-il avec hésitation,
le sang qui affluait aux joues. Enfin, ils étaient vivipares. Très bien, le directeur a approuvé d'un signe de tête. Et quand les bébés étaient décantés, naissaient, corrigea-t-il. Eh bien alors, c'était des parents. C'est-à-dire, pas des bébés, bien entendu, les autres. Le pauvre garçon était éperdu de confusion. En un mot, résuma le directeur, les parents étaient le père et la mère. Cette ordure, qui était en réalité de la science, tomba avec fracas dans le silence gêné de ces jeunes gens qui n'osaient plus se regarder. La mère, répéta-t-il très haut, pour faire pénétrer bien à fond la science, et, se penchant en arrière sur sa chaise, ce sont là, dit-il gravement, des faits désagréables, je le sais, mais aussi la plupart des faits historiques sont désagréables. Merci. Est-ce qu'il y avait une... Ouais. Assez rapide. Donc je trouve que voilà, ça... Vous avez remarqué qu'on réunit tous les talents dans nos soirées. Hein. Ouais. Voilà, la prochaine fois, ça va être soirée poétique qu'on fera venir. Mais c'est très intéressant. Et vous aviez un commentaire? Oui, voilà, je pense que c'est important de visualiser cette scène pour prendre conscience de l'aspect historique de cette situation que nous vivons dans les EGB. Et enfin, je voulais juste proposer en fait, et compléter le titre de cette soirée ce soir. La bioéthique, PMA-GPA, accès aux origines, la loi à l'épreuve de la réalité, la Constitution, une solution. Voilà, c'est un peu ce que je voudrais porter. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est des désirs d'enfants et des désirs de connaissance des parents. Et en ça c'est l'amour humain, enfin, c'est très bien. Il n'y a pas de problème pour ça, je pense. Ensuite, il y a la loi. Et là, il commence à avoir un problème. La loi, c'est quoi? C'est des textes qui évoluent, qui sont en fait malléables et qui s'adaptent au marché, aux besoins des gens. Et après, il y a la Constitution. C'est une supra-loi, une loi éternelle. Et là, la Constitution, je pense, n'est pas dans le débat. Faites attention, vous êtes à Sciences Po, il y a déjà des gens qui ont dit de la tête. Restez dans la littérature pour conclure, alors. Oui. Alors, je préciserai, j'ai fait une licence de sciences politiques avant avec du droit. Donc, je suis en master rhétorique, en master. Voilà. J'ai fait du droit avant. Après, les mots sont connotés comme on le veut. Il n'y a pas de... On s'exprime. Merci. Donc voilà, moi je pense que la bioéthique devrait surtout se concentrer sur la Constitution, c'est-à-dire les lois supérieures et pas les lois qui évoluent tous les 7 ans. Et je demande ce soir à ce que la bioéthique soit un garde-fou de civilisation et non un laboratoire à totalitarisme, comme le montre le livre de Huxley. Merci. Bonsoir. Donc moi, je vais essayer de poser vraiment une question. Donc je m'appelle Christelle. Moi, je travaille dans le développement durable. Et donc je vais poser une question peut-être un peu plus pragmatique et terre à terre. S'agissant donc d'étendre la PMA à de nouvelles catégories de personnes ou d'envisager même d'autoriser la GPA, moi je me demande comment ça se fait qu'on n'a jamais pris en compte la dimension développement durable de ces techniques de procréation, à la fois sur le plan écologique, puisque l'empreinte écologique de ces techniques est déplorable, que ce soit en termes de consommation d'énergie, que ce soit en termes de pollution, que ce soit en termes de pénibilité pour les femmes, voire de dangerosité. L'empreinte sociale et sociétale est également catastrophique en termes de création de précarité, de pauvreté, comme le rapport sur la pauvreté du Secours catholique nous le rappelle chaque année. On l'a dit donc pour tous les gens qui travaillent dans le social, on le sait. On l'a dit également de traite d'êtres humains. Cela alors même que des alternatives bio existent et qu'aucun besoin thérapeutique ne le justifie. Donc pourquoi, comment ça se fait qu'on ne prend pas en compte des critères RSE, donc de responsabilité sociale et environnementale, alors même que d'autres méthodes de procréation existent et qu'aucune question de santé publique ne le justifie? Merci madame. Je vous donne la parole. On attend votre écrit, vous y mettez dès ce soir. Durabilité ou pas durabilité. Monsieur, je vous en prie. Puisque vous m'en donnez l'occasion, page de pub, je viens de publier un livre le 15 mars, L'écologie humaine en entreprise. Merci. Aux éditions Gérézo. Merci. Monsieur. Voilà, bonsoir, je m'appelle, mon prénom est Guénaël. Voilà, permettez-moi d'anticiper sur la réunion prochaine, bien que le sujet ait été évoqué par madame. Il s'agit de la bioéthique en France et à l'international.
Alors tout simplement, je crains fort, pour ma part, que la GPA ne fasse basculer la procréation dans un marché, dans un grand marché, j'allais dire un supermarché. Pour répondre aux lois du marché, la GPA requiert en effet des matières premières, les ovocytes, les spermatozoïdes, requiert une main-d'œuvre, la gestatrice, les médecins, requiert des garanties par les assureurs, requiert des recours par des avocats éventuellement, requiert un financement pour répondre aux besoins de la clientèle. Alors je pose une question, de quelle clientèle s'agit-il? Est-ce que nous verrons affluer beaucoup de femmes de nos pays riches, françaises en l'occurrence, pour porter un enfant pour des Thaïlandais, des Ukrainiens ou des Indiens? Est-ce que le marché sera à sens unique ou non? Et s'il l'est, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de voir une certaine exploitation des femmes dans ces pays pauvres? La question est posée, et je pense que la question mérite d'être posée. Au même titre d'ailleurs que toutes ces ouvrières, et je les ai vues ayant vécu moi-même Thaïlande, Indonésie, Laos, etc., au même titre que ces ouvrières qui, dans des ateliers démesurés, fabriquent des vêtements qui seront vendus dans nos boutiques de luxe ou dans les supermarchés occidentaux. Alors, la différence est que, en ce qui concerne le sujet de ce soir, le produit de fabrication qui serait au cœur du marché, ce n'est pas une veste ou un pantalon, mais c'est un petit homme. Alors, ma question est de savoir, est-ce qu'on le réalise suffisamment? J'ai 2 secondes pour terminer. En France, est-ce que nous voulons autoriser ce marché? Et si nous l'interdisons, est-ce que nous sommes prêts à continuer à admettre qu'il se passe effectivement des opérations de GPA dans tous ces pays en développement? Alors, vous avez dit que vous concluez, monsieur. Vous avez dit que je termine juste. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Alors, je souhaite que, effectivement, collectivement et politiquement, nous ne soyons pas des tartuffes. Merci. Merci, monsieur. Bonjour, je m'appelle Christophe, donc je travaille dans les mathématiques. Et donc, vous êtes aussi en votre 2e semaine, vous? Oui, seconde semaine, exactement. Sur je vous conseille de voir son intervention à la mairie du 4e. On l'a regardé 6 fois pour comprendre le mathématicien, tellement c'était technique. Hein. Je vais essayer de réutiliser justement mon approche. Donc voilà, sur tout ce qui est PMA et GPA également. Donc j'ai essayé de compiler un peu l'ensemble des éléments pour et contre. Sur les pour, bon, j'ai bien entendu, c'est effectivement une suite logique de la loi du mariage pour tous. Maintenant, j'ai quand même 3 gros problèmes que j'arrive pas à résoudre. Donc, le premier, bien, c'est que la PMA va créer une filiation sans père. Quelque part, on estime que le rôle du père est alors quelque chose qui devient facultatif. Alors, il y a effectivement des familles où ça peut se faire, mais dans une société, je trouve, qui est plutôt en perte de repères, retirer le rôle du père et le dévaloriser ainsi, c'est quelque chose qui me gêne. J'ai un second point qui me gêne aussi, ça c'est plus au niveau de la médecine, et c'est un peu ce qu'a confirmé le professeur Friedman tout à l'heure, c'est-à-dire, je pense que la PMA, l'AMP, ou dite PMA sans père par certains, c'est quelque chose qui va créer une confusion entre le pathologique et le sociétal. Donc la frontière est déjà perméable, hein, si j'ai bien compris. Quelque part, je pense qu'il y a un point qui ne va pas dedans, puisque la médecine, normalement, la médecine n'a plus pour vocation de soigner dans ce cadre-là, mais de répondre à des demandes et de fournir des prestations techniques. C'est-à-dire il y a un changement radical de philosophie au niveau de la médecine. Alors je ne donne pas d'avis, personnellement, ça me pose vraiment problème, c'est tout. Alors, j'ai un 3e point qui, lui, n'est plus éthique, mais plus certainement orienté commerce.
c'est que cette extension, quelque part, va entraîner forcément l'extension d'un marché, puisqu'il existe d'ores et déjà une pénurie des ressources, c'est-à-dire les gamètes ne sont pas suffisantes, on le sait déjà. Donc, a priori, ça ouvrirait déjà un marché, je pense. Voilà, donc et après, je voudrais conclure sur quelque chose d'un peu plus personnel, parce que quand j'entends tous ces débats, quand j'étais étudiant, en terminale, j'hésitais entre des études de médecine et des études plus orientées mathématiques, par Maths Sup, Maths P. Et mon père, qui est ouvrier à l'époque, m'a dit « Tu vas en Maths Sup parce que la médecine, ça va te poser trop de questions et tu ne t'en sortiras jamais. » Eh bien, je préfère vivre avec mes problèmes qu'avec les vôtres. Hein, et... Je veux dire à la fin. Je vous garantis, monsieur, Patrice Dubos reprendra votre conclusion et on la mettra en boucle pour l'introduction aux états généraux de la bioéthique sur le site de l'Espace éthique. Je vous en prie. Oui, donc bonjour, moi aussi je m'appelle Christophe. Je suis étudiant à Sciences Po dans le double diplôme avec HEC. C'est bon, on m'entend? Oui, désolé. Donc je m'appelle aussi Christophe et je suis étudiant à Sciences Po au double diplôme avec HEC. Et moi j'ai trouvé l'avis du CCNE de juin 2017 très détaillé. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est donc effectivement un thème qui a déjà été repris dans les questions sur ce marché de la procréation, sur une sorte d'équation impossible entre d'un côté des demandes en gamètes qui atteigneraient, enfin pour les spermatozoïdes, il faudrait attendre entre 12 et 18 mois, et de l'autre côté des donneurs de gamètes qui ne sont pas là de manière suffisante. Et à la lecture de cet avis du CCNE, ils indiquaient par exemple qu'en Belgique, 90% des gamètes proviennent du Danemark, par une société qui s'appelle Cryos, et les spermatozoïdes seraient vendus entre 200 et 600 € la palette. Donc je sais que ce même marché existe aussi pour les ovules, et c'est évidemment quelque chose qui me questionne. Et ce qui me questionne le plus, c'est finalement, comment est-ce qu'on peut ouvrir la PMA pour toutes? Donc en fait, quelles sont les conditions apportées pour ouvrir la PMA pour toutes, sans pour autant tomber dans ce marché de la procréation? Parce que justement, l'avis du CCNE semble indiquer que dans des pays comme le Canada, l'Espagne ou la Belgique qui l'ont ouvert, sur le papier, ils ont gardé la gratuité, mais dans la pratique, ils importent ces spermatozoïdes depuis les États-Unis et le Danemark. Et donc finalement, je trouve que ça questionne beaucoup, et je ne vois pas actuellement quelles sont les conditions qui permettraient d'un côté de satisfaire ce principe de gratuité, et de l'autre côté de satisfaire effectivement la demande de femmes seules et de couples, qu'on peut tout à fait entendre, sans pour autant tomber dans des listes d'attente infinies de 3, 4, 5 ans qui seraient tout aussi insupportables. Donc j'aurais bien voulu avoir l'éclairage des intervenants. Merci. Je vois qu'au fur et à mesure, il y a des gens qui reviennent. Vous savez qu'on aura une date butoir. Là, on est désolé, c'est une question aussi d'intendance. On sera quand même obligé d'arrêter. Et donc, à 21h15, on ne pourra plus prendre, excusez-moi de vous le dire, d'autres questions. Ce qui n'empêchera pas, comme on l'a fait jusqu'à présent, de passer 2 heures devant Sciences Po pour continuer le débat. Et pour les gens qui veulent venir nous rejoindre à l'Espace éthique, comme je vous ai dit, la porte vous est ouverte. On vous offre le café, le jus d'orange, dès mercredi à partir de 18h30. Vous êtes les bienvenus. Je le dis juste pour information. Donc je vous donne la parole, madame. Bonsoir, Nicole, cadre infirmier en cancérologie, retraitée bien entendu. Et je voulais vous remercier pour la qualité des interventions et des débatteurs. Par contre, j'espère pouvoir attirer l'attention sur la non-cohérence de la tendance à l'augmentation à l'infini des droits individuels au détriment du bon fonctionnement de la société pour le bien commun. Dans la Constitution française, on a introduit le principe de précaution et on pensait aux OGN. Il serait peut-être bon de l'appliquer aux recherches sur l'embryon, à la modification possible des cellules germinales par la technique de CRISPR-Cas9, car les conséquences sont totalement imprévisibles, vu la complexité de l'interaction des gènes, des enzymes et des protéines entre eux. D'autre part, il n'y a jamais eu tant d'études et de connaissances sur les échanges de la mère et de son enfant lors de sa grossesse. Et on voudrait faire croire que pour les mères porteuses, il n'y aurait aucune incidence sur le bébé qu'elles portent, sur la mère porteuse elle-même et sur la famille de la mère porteuse, puisque les mères porteuses doivent déjà avoir eu des enfants. En général, elles abandonnent leur enfant pendant 9 mois, puisque toutes les mères porteuses vivent ensemble dans un contexte assez terrible. Enfin, vous l'avez compris, je suis contre la PMA pour les personnes de même sexe et la GPA, car personne n'a les moyens de nous dire quelles seront les conséquences sur le développement psychique de ces enfants. On connaît déjà les difficultés et les souffrances des enfants dont les parents sont séparés ou qui sont nés sous X, et on voudrait augmenter la population de ces enfants qui ne partiraient pas avec les mêmes chances. Merci. Bonsoir. Du coup, Hélène.
Je travaille dans l'industrie pharmaceutique. Et du coup, moi, je voulais revenir au titre en fait, de cette conférence, Bioéthique, PMA, GPA, accès aux origines, la loi à l'épreuve de la réalité. Et du coup, je voulais nous inviter à nous poser la question suivante. Devons-nous accueillir une situation PMA, GPA à l'étranger qui est un fait, donc accueillir cette situation, ou l'organiser, c'est-à-dire la légaliser en France au vu des contournements de la loi qui sont faits actuellement. Je voulais insister sur le fait qu'il est différent de faire face à un fait de la vie privée, c'est-à-dire des femmes qui décident d'avoir un enfant par leurs propres moyens ou qui en ressentent le besoin ou le désir, et d'instituer un fait par la société, c'est-à-dire le légaliser. Si l'État instaure une loi, celle-ci est de la responsabilité de l'État et de la société et doit prendre en compte les intérêts de chacun, c'est-à-dire ceux de la femme, qui désire bien sûr avoir un enfant, mais aussi ceux de l'enfant, dont le père sera absent. Et je voudrais rappeler également que pour la France a ratifié en fait en 1990 la Convention internationale des droits de l'enfant dans le cadre de l'ONU, qui stipule que tout enfant doit connaître ses parents et doit être élevé par eux. Le père serait-il du coup assimilé à un simple donneur ou un donneur d'hérédité, comme vous l'avez dit madame, et l'enfant n'aura-t-il pas accès à ses origines? Vous avez pu les retrouver, mais si de plus en plus de personnes cherchent leurs origines, l'anonymat sera donc levé, a priori, et on pourra sélectionner du coup les gamètes et les gens qui donneront leurs gamètes. Si on sélectionne les gamètes, cela pourra conduire à des dérives, et notamment comme au Danemark, où on peut choisir en fait le QI ou la condition socio-professionnelle qu'aura son enfant. Et du coup, je voulais insister sur ces potentielles dérives que cela pourra entraîner. Merci. Je vous en prie, même. Bonsoir, je m'appelle Annick et moi je voudrais revenir sur le volet économique du sujet qui a été abordé par mademoiselle tout à l'heure un petit peu. Est-ce que vous pourriez nous indiquer quel est le coût effectif d'une FIV, notamment, d'une insémination artificielle, d'un DPI, diagnostic préimplantatoire, de la congélation des embryons? La sécurité sociale en France rembourse un certain nombre de frais. Pour combien une tentative? Quel est le coût? Et dans une période de disette des fonds publics, comment est-ce qu'on va arbitrer l'argent qui va aux malportants et l'argent qui va, je dirais, à des demandes plus privatives, sans nier bien évidemment la souffrance des personnes concernées? Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, moi c'est Yves Grand-Père. Je voudrais rassurer le professeur Friedman. Je voudrais rassurer le professeur Friedman sur l'évolution à attendre des contradictions qu'il a magistralement soulevées. Ces contradictions dans la logique de nos lois bioéthiques actuelles, en particulier sur la conservation des ovocytes, autorisée en cas de cancer et pas pour les autres, autorisée si moi-même, pas moi, mais une femme donne des ovocytes, à ce moment-là, elle peut en garder pour elle. On voit bien l'absurdité d'une telle contrainte juridique, et vous pouvez être certain, monsieur le professeur, que cette absurdité va sauter, forcément, hein. De la même façon, le fait de ne pas pouvoir connaître le statut juridique de l'embryon, c'est du même niveau d'absurdité, et vous pouvez être sûr que ça va être autorisé dans pas longtemps. Alors, j'en viens au fond de la question. Donc, de la même manière, je pense que rien ne s'oppose à ce que la PMA pour les personnes de même sexe soit autorisée tout à fait prochainement. Et d'ailleurs, je crois que tout le monde a ça dans la tête, parce que les principes qui autorisent aujourd'hui la PMA ont été indiqués par Madame Thamin. Et donc, une fois qu'on a accepté le mariage entre personnes de même sexe, il n'y a rien qui puisse, aucun principe qui puisse s'opposer à la GPA pour les femmes homosexuelles en ménage, hein. Donc, cette évolution est garantie. Donc, qu'est-ce qu'il faut tirer comme conclusion? C'est que, d'abord, on voit bien que, vu les contradictions soulignées tout à l'heure, ça n'est pas une boussole éthique qui guide ces lois, mais c'est l'adaptation des techniques aux désirs des individus, qui sont les désirs des parents et non pas ceux des enfants dont on entend très peu parler. Donc je pense que
le problème vient bien en amont. Et il commence déjà avec la PMA pour les couples hétérosexuels, parce que c'est de la manipulation du vivant, de la manipulation de l'humain, et le problème éthique, il est déjà là. Et une fois qu'il a été tranché dans ce sens-là, eh bien, il est très difficile d'arrêter l'évolution, sauf à avoir un sursaut de conscience à un moment donné, que je ne vois pas venir tout de suite d'une façon très répandue, mais qui viendra certainement un certain jour. Voilà. Merci.